Merci de bien vouloir couper votre téléphone portable et le mettre sur silencieux, et merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner la parole. Thank you for turning off your mobile phones, putting them on silent mode, and also to raise your hand so that we can give you the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur, ici. Voilà, alors bonjour à vous deux. Alors malheureusement j'ai pas de questions qui me viennent comme ça, mais je voulais juste vous dire que voilà, c'est la 4e fois que je vais au Festival de Deauville, donc 4e année consécutive, dont 3 avec les 10 jours, et je tiens à vous dire que parmi tous les films que j'ai vus en compétition, donc sur les 4 années, c'est le meilleur. Voilà, c'est un bijou ce que vous avez fait. Voilà, je tenais à vous féliciter. Yeah. This is not a question, this is a statement. This gentleman says that it's the 4th year in a row he's coming, participating to this festival and watching all the movies that there is in competition and so on. And when he thinks of all the movies he has seen so far, of all these 4 years of the festival, your movie stands out as the best he's ever seen here, so he just wants to say thank you. Merci beaucoup. Beaucoup. Monsieur ici au deuxième rang. Thank you very much. Bonjour, je voulais vous demander alors pourquoi le genre d'un western, pourquoi vous avez choisi de vous aventurer sur un western qui est un genre plutôt délaissé dans le cinéma américain, et ensuite, même si le personnage du shérif Jackson est très haut en couleur, ce film aurait pu s'appeler peut-être Lady Sarah. Well, two questions in one actually. First of all, why did you actually choose to make a western, which is a genre that is not depicted very often in the cinema, in American cinema these days, and yeah, well, why to begin with, and also about the title, French title, as you know, Shirley Jackson, parce que le titre original est Sweetwater. Shirley Jackson, why not Lady Sarah, for example? I forgot to use. Yeah. Would you like the mics? Yeah. Yeah. Okay. So we start from first as basic as an opportunity. It's very tough business, and the original script was sent to us through our first film. The DVD distributor wanted to get into actual physical production, and they wanted us to pass it on to Ed. And we read the script, and we called them and said, in order for us to pass it on to Ed, because there wasn't the Sheriff Jackson role, it was a very, very, very different script. And so we pitched them on what we wanted to do. We rewrote it and turned it into this, the blood triangle that you see. We've always been fans of the genre, like the Leone westerns, and we were raised in a very rural area of Northern California, and so we love being outdoors. And really, as simple as wanting to direct another, initially as simple as wanting to direct another movie, and having the opportunity, and something we thought, it was something we thought we could do well. I think you have to feel that you can do something well. do we need to pause in order? Oh, sorry. Okay. And then the second, should we answer that or About the title? Do you want to? The title is a very, very interesting question. Or maybe not answer your question. Yeah. Sorry, I just seen the ocean for the first time up here. It's gorgeous. The title. So when we rewrote the script, we turned in a script that said Holy Land. When we were on set, everyone called it Holy Land. The original title being Sweetwater, which was paying tribute to Sergio Leone. Once upon a time. Yeah, the producers did not like the title Holy Land. We had a discussion with them, and they said, it'll be too provocative, it'll turn people off. And we said, well, anyone who's going to see this movie, you don't need to worry about turning them off, because the people, because of the graphic nature of things, you're either gonna like that and respond to it or not. So they ended up changing it back to Sweetwater, and then our French distributor asked us, that they were going to change the title because. They asked us what we thought, and we said, well,
we like it better than Sweetwater. So yeah, they had come up with the the French distributor had come up with the title, and we don't pretend to know this marketplace. Yeah. You know, I'd also we And went with what the distributor wanted to follow. And as a director, you do your best to control what you can control. But after you shoot the movie and after you turn it in, as far as the marketing, the posters, the trailers, the best you can hope for is that they consult you. So it's a very tough part about the movie business. Well, I'm just being honest. I'm trying to be honest. And which one? Sorry, that was long. Which one do you like most, actually? Which one do I like? Sheriff Jackson. Sweetwater doesn't, to me. I guess I'm ambivalent. Yeah, I'm torn. I like Holy Land, but that's never going to happen. So You actually like the three of them? Huh? You actually like the three of them? sure. Yeah, in various ways. I'll try not to ramble. Next question, guys. Sorry. Bien, donc maintenant je vais traduire, donc merci de me souhaiter bon courage. Tout d'abord par rapport à la question du western, en fait c'est surtout une question d'opportunité. Parce que lorsqu'ils ont reçu le scénario original, en fait le scénario leur a été envoyé par le distributeur du DVD qui voulait que ce scénario arrive dans les mains de Ed Harris. Ed Harris, comme vous le savez peut-être, était déjà dans le premier long métrage de Logan et Noah, et donc voilà, ils voulaient que Ed Harris ait ce scénario. Et puis lorsqu'ils ont eu le scénario entre les mains, ils se sont dit mais en fait c'est une excellente idée, et ils étaient persuadés qu'ils arriveraient à en faire un bon film, qu'ils arriveraient que c'était le genre de scénario qui leur permettrait de vraiment faire un bon long métrage. Ceci étant dit, le scénario dans sa version originale était très différent. Il y avait pas mal de choses. Par exemple, le shérif Jackson n'était même pas en tant que personnage dans la première version du scénario. C'est vous dire à quel point il était différent. Donc ils se sont investis dans ce scénario. Ils ont commencé à l'écrire, le réécrire encore, petit à petit, le modifier, et pour arriver à ce triangle de sang, enfin pour arriver au film que vous avez vu tout à l'heure. Et ceci étant dit, ils sont fans du genre. Le western, c'est quelque chose... Bon, ils sont américains, ils ont grandi dans la nature, en Californie, c'est quelque chose les grands espaces américains, de l'ouest américain, c'est quelque chose qui leur parle. Ils connaissent ce genre et ils savaient qu'ils allaient pouvoir parler avec beaucoup d'aisance de ce genre. Et donc voilà, ils se sont appropriés le scénario, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait un western. Et ceci étant dit... Alors oui, par rapport au titre de Sweetwater, donc... le titre original, si c'était un bon titre, etc. Au départ, la toute première version du scénario tel qu'il avait reçu, donc que je l'avais dit, ça s'appelait Holy Land, donc cette terre sacrée, etc. Et puis ensuite, c'est devenu Sweetwater, en hommage à Sergio Leone. Et il y avait des gens qui avaient l'impression avec le tout premier titre, donc Holy Land, oui, mais le problème c'est comme il y a Holy, ça va peut-être certaines personnes vont tiquer un peu. Bon, alors en même temps, nous disent-ils, quand on voit le film, il y a sans doute d'autres choses qui vont les faire tiquer, peut-être, mais bref. Et ensuite, le titre a évolué de cette manière-là. Et puis, ils nous disent qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en tant que réalisateur d'un film, c'est leur second métrage, en tant que réalisateur d'un film, on essaye de tout contrôler. On essaie d'avoir le maximum de contrôle sur tous les éléments, toutes ces choses. Mais il y a un moment donné où il faut bien avouer que le film, entre guillemets, ne nous appartient plus, il suit son chemin. Tout ce qui fait partie. Quand on a terminé le montage, le mixage, ce qui se passe après, on ne peut plus vraiment avoir forcément la main. Et c'est peut-être pas plus mal. Ce qui se passe sur les posters, sur les affiches, sur les bandes annonces, etc. Bon, bah, voilà. Et comme ils nous l'ont dit tout à l'heure, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas du tout la prétention de connaître le marché français, par exemple. Qu'est-ce qui peut marcher ici comme titre, comme connotation, ils ne le savaient pas. Donc ils ont fait confiance au distributeur qui a trouvé ce titre, c'est le distributeur français qui a trouvé ce titre, donc de Sheriff Jackson. Et puis voilà, maintenant espérons que ce soit le meilleur titre possible pour la sortie du film en France. Une autre question, ici, ensuite. Justement, parce que vous parliez de Sergio Leone, c'est à la fois un western où on retrouve des plans à la John Ford sur ces grands espaces, notamment les plans de soleil avec les ombres, John Ford, Hawk et tous les autres,
le western classique américain, mais c'est surtout, j'allais dire presque un western italien, puisqu'il en casse les codes et il se rapproche plus en ça du western italien qui les a complètement démontés, avec les personnages où là vous mettez une femme en avant, etc. Notamment le shérif Jackson qui pourrait presque ressembler à des Django, Zapata et autres. Et la question donc? La question c'est ça qu'ils ont voulu faire. D'accord. Yeah, you were talking about Sergio Leone as an influence in a way, and this German says yes, he could actually feel the influence of people such as Sergio Leone or John Ford with the hues of the landscapes and the big difference, the contrast, the sharp contrast between the sun and the shadows. And also, well, it kind of looks like say a classical American Western, but also in a way like an Italian one. And for example, the way you actually take the codes and rules of this kind of genre and you actually break them, twist them in order to bring something new, such as, for example, the way that you put a woman as you know, the lead character, or the sheriff, the character of the sheriff, all these kind of things. Was it something conscious from you? Can you talk to us about that? Yes, it was conscious. We thought that well, there's so many. The Western genre has so many genre expectations, right? We didn't want to. We wanted. If something's sacred in art, we me and brother just say this to ourselves. If something's sacred in art, it's dangerous because then people feel obligated to make a movie in a certain way. When every department head, every actor, we said, we're not making a Western. It will be considered a Western because there are horses and, you know, and it takes place in a certain time and place, but we said, we're making a movie. We're telling this story in this time, in this place, but don't think of a Western. Because you want influences to come from wherever they can come from in art. You never know. Could come from you know, we were listening to a lot of Pink Floyd, you know, when we were writing. I'm trying to think. I think it's more of kind of thinking like what sort of emotions and what does the landscape and the characters, what do they evoke, and then what are you trying to communicate? And inevitably, you know, when you're out shooting in the Southwest, where John Ford shot all of his movies. It's impossible to escape his legacy and the breathtaking landscape, and there's this sort of haunting desolation to the land that. And we used almost. And we wanted to place the character, you know, with our cinematographer Brad Shield. We talked about we wanted to place the character in the landscape, so we used almost exclusively, you know, wide-angle lenses, you know, 17, 21, 24. 17, 21, and 27 millimeter. Yeah, and 14. You know, to sort of communicate that. Oui, c'était un choix tout à fait conscient, effectivement, nous disent-ils. C'est vrai que lorsqu'on parle d'un western, il y a beaucoup d'attentes de la part du public, parce que c'est un genre qu'on connaît, etc. Mais en même temps, et c'est quelque chose c'est une phrase qui peut vraiment aller non pas au cinéma mais à l'art au sens le plus large du terme. Lorsque l'on dit que quelque chose est sacré dans l'art, que c'est sacré, etc., quelque part c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on est obligé de suivre les règles, de suivre ceci, de cela et de répondre à certaines attentes, alors que ils ont même, nous disent-ils, décidé quelque part dès le départ de dire non, alors ce film n'est pas un western en fait. Ce film c'est pas un western, on a décidé de raconter ce genre d'histoire, et on va raconter une histoire avec des personnages dans ce genre d'endroit, à cette époque-là, mais c'est pas forcément un western, pour ne pas l'enfermer dans une catégorie, entre guillemets, peut-être un peu trop restrictive par rapport à ce qu'il pourrait dire, à ce qu'il pourrait faire, parce que les influences sont multiples. C'est pas du tout forcément les influences du western, les influences sont vraiment multiples. Par exemple, nous disait-il il y a quelques instants, lorsqu'ils étaient en train d'écrire le film, Noah nous disait qu'ils écoutaient par exemple Pink Floyd. Pink Floyd, eh bien, c'est une des influences pendant l'écriture. Donc vraiment, les influences sont très diverses et viennent d'endroits très très variés. Et c'est pas du tout enfermé dans le cadre quand même relativement classique
du western. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de connotations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui nous reviennent lorsqu'on voit le film. Et puis le film a été tourné dans le sud-ouest américain, c'est-à-dire à un endroit, donc encore une fois géographiquement, que les amateurs de western classique connaissent, puisque c'est là où John Ford a tourné beaucoup de ses films notamment. Et lorsqu'on tourne dans ce genre d'endroit, eh bien, il est impossible d'échapper à une espèce de legs de la part de ces grands du cinéma classique américain. C'est impossible de s'en échapper. La lumière, les paysages font qu'on le veuille ou non, il y a des choses évidemment qui reviennent évidemment très fortes. Ces paysages presque désertiques, de désolation, c'était des endroits qui étaient très intéressants pour eux lorsqu'ils y étaient avec leur chef opérateur Brad Shield. Ils ont testé différentes lentilles, 70 mm, 21 mm, 27 mm, pour arriver à avoir un aspect le original, mais qui en même temps, effectivement, une fois qu'on est là, évidemment, on est dans l'esprit du western, on ne peut pas y échapper. Une autre question, madame, ici. I personally love the movie. I think it's a really great movie, and I love the choice of January Jones, as we know in France from Mad Men. How did you get the choice? And she really plays. I think the actor direction is really great. Everyone. Thank you very much. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. So Ed Harris was the first actor to come on board. You know, as was said previously, we had made our first movie with him, and then he was the first to come on board this project. And then we brought casting director Jeannie McCarthy on the project, and then she gave us a list of you have an initial. She reads the script. You have an initial meeting, and then because outside of Ed Harris, we didn't know. We didn't write, and we didn't write it for. We don't write thinking of actors. We just write. They don't have faces. I mean, as bizarre as that sounds, we don't write for actors until they join the project. We just write for. They're just characters that exist in your head. Yeah, in our head. So then once Jeannie presented us with a list of actresses, then we talked about each actress, and we really liked the qualities that she had of this sort of. She is, to go back to the Western sort of genre. She's the archetypal sort of stoic male figure, the avenging force in and we Western cinema. Figured with Ed and Jason's characters, they're these huge, extravagant, operatic type figures, and we figured, someone like Jan, who has this kind of she can say so much without saying anything. She's very good with just with her eyes, So we felt that contrast. Yeah. And our casting director, sent her the script, and she read it, and then we got together. We had lunch, and we all got along. Yeah, we all got along great. Oh, thank you. Yeah, and then. Oui, donc la question portait sur le casting qui est excellent, et particulièrement sur le personnage qui est interprété par January Jones, que nous connaissons effectivement en France, notamment grâce à son rôle dans la série Mad Men. Et les réalisateurs nous disent que la première personne qui était attachée à ce projet, c'était donc Ed Harris. Encore une fois, les réalisateurs ont d'abord fait un film il y a quelques années avec Ed Harris, et donc ils le connaissaient, et forcément ils ont eu un accès privilégié pour lui parler du film, mais ça ils en ont parlé tout à l'heure. Et puis, c'est vrai que lorsqu'ils sont en train d'écrire, nous ont-ils dit, ils n'écrivent pas pour des acteurs, pour des comédiens en particulier. Ils n'ont pas, ils visualisent pas forcément telle personne. Ils écrivent un personnage et après, libre à eux de trouver le comédien qui va l'habiter avec le plus d'aisance et de force. Et leur directrice de casting leur a envoyé une liste d'actrices possibles, de comédiennes possibles pour jouer donc le rôle principal. Et dans cette liste, il y avait January Jones. Et quelque part, c'est vrai qu'elle est sortie du lot très très vite parce qu'elle a toutes les qualités requises pour ce personnage en particulier. C'est-à-dire c'est vraiment la figure vengeresse, stoïque, archétype
l'archétype vraiment de ce genre de figure tel qu'on peut l'imaginer. Elle possède cela, elle a un visage qui, à la fois bizarrement, peut être assez peu expressif et en même temps, il y a tant de choses qui passent dans ce visage-là, dans ce regard-là, et c'était vraiment quelque chose qui les intéressait. Donc, ils lui ont fait envoyer le scénario, elle l'a lu, ils se sont rencontrés, ils ont déjeuné, et puis voilà, après, c'est vrai que les choses se sont faites très facilement et très rapidement. Une autre question. Can I just add there? Of course. Sorry. Okay. So I'll be brief. And we also wanted with January because she's naturally strikingly beautiful, and we didn't want to shy away from that, even from her this radiant sort of gown and all that, and to really celebrate her Femininity. Yeah, femininity, and that Sexuality. she was going to Annie Oakley is the more masculine version, that we wanted to really embrace her sexuality, for lack of a better word. I mean, not in a crass way, No, of course. Oui, donc le réalisateur nous précise également, Logan nous dit que January Jones est une comédienne qui, en outre, est très belle. C'est une très belle femme. Et c'est vrai que tout de suite, ils ont décidé de ne pas mettre ça de côté, de ne pas en faire une espèce de machine, mais vraiment au contraire avec les corsets, les robes, et vraiment travailler également sur la forme, entre guillemets, l'aspect général de cette comédienne, parce qu'elle est très belle, elle est très sensuelle, elle a un côté sexuel qui est très fort, et ils n'ont pas du tout essayé de brider cela d'une manière ou d'une autre, au contraire, ils ont vraiment aussi mis ça en valeur parce que ça servait aussi le personnage. Donc, monsieur, ici. Alors, est-ce que finalement votre film, c'est pas une façon justement métaphoriquement ou même pas obligatoirement métaphoriquement de régler les comptes de l'Amérique d'aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il est question de religion, de sexe, des femmes. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu comme ça un film tout à fait contemporain finalement? Actually, your movie is, well, let's say it's a western, let's say. But actually, everything you talk about in the movie is quite contemporary. It's a lot of problems, a lot of issues that we are dealing with. You are dealing with in America these days very much, like women, weapons, and so on. Was it some kind of metaphor into your work of talking about America today? Good question. We don't when we write. This is gonna sound silly. When we write, we write. Meaning, we just go and whatever. Or maybe you mean more like it's more like a visceral. Yeah, it's a we go from our gut. Where we did not go to film school, we became writers because we taught ourselves the craft, and we are very I'd like to think we're very independent in that regard. That we just try to tell an entertaining story, and if there are metaphors or allegories that people draw from it, beautiful. But it's not something that we actively. I think that's for people. You want the audience to walk away thinking, and that's. I mean, we don't. That's our goal. So that came up. I think that's Well, I think there are certain elements that, like with maybe it's with the prophet Miguel character, yeah. Miguel, yeah. We consciously, there's always been, in the United States, an undercurrent of racism. So you have Miguel, who's Mexican, and this is predominantly there's racism against him, which you could elevate that to the contemporary. There's sort of religious hypocrisy in the prophet's character, and this sort of and this greed and this lust for wealth and just overall domination that you could make metaphorical sort of analogies, I think, and then the woman sort of fighting for herself at the end of the day, really. So I don't know, I'm kind of rambling, but in trying to not, we try not to intellectualize our characters too much. we leave that. If the audience does that, beautiful. But I think it would make us. We wouldn't
we wouldn't be our voice. We wouldn't be writing as ourselves if we, I think, consciously tried to do that. We just. Oui, en fait, Noah nous dit de manière très finalement classique et en même temps très vraie que lorsqu'ils écrivent point barre, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément sur-réfléchir, etc., intellectualiser plus que de raison, ils écrivent. Et vraiment, ils écrivent, ils laissent aller le flot de l'écriture. Et bon, ils n'ont pas été étudiants dans des écoles de cinéma, ils n'ont pas appris ce genre de choses, ils sont devenus écrivains, mais ils ont appris eux-mêmes cet art, vraiment eux-mêmes, sans l'aide de personne. Donc ils ont vraiment une mentalité tout à fait indépendante par rapport au système d'écriture, par rapport également à la réalisation. Et quelque part, lorsque vous voyez le film, lorsque le public, au sens général, voit le film, eh bien s'ils y voient des métaphores, des allégories, des sous-entendus, c'est très bien, c'est super, mais c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont voulu eux apporter. Mais c'est vrai qu'en tant que réalisateur, bien sûr, le but de tout réalisateur de film, et eux y compris, c'est que vous allez voir un film, et puis vous sortez de la salle, et puis vous réfléchissez, ça vous fait réfléchir. Donc si vous y voyez, encore une fois, des métaphores, des sous-entendus sur ce qui peut encore se passer actuellement, eh bien oui, c'est très bien, pourquoi pas, au contraire, bien sûr. C'est vrai, nous disent-ils, que le personnage de Miguel, par exemple, qui est mexicain, alors mexicain, les États-Unis, tout ça, le racisme, c'est quelque chose qui est très présent, effectivement, avec ce prophète dans le film. Il y a également le thème de la religion, qui est un peu imposé parfois. On peut effectivement, c'est évident, trouver une relation entre chaque thème ou chaque personnage du film et un problème actuel, un problème contemporain, notamment, encore une fois, aux États-Unis. C'est bien sûr vrai. Également, nous disons par exemple avec ce personnage donc, de la femme, le personnage principal, qui se bat pour sa position, pour pouvoir exister. C'est vrai qu'on peut, encore une fois, envisager tout cela sous beaucoup de perspectives, mais encore une fois, ce n'était pas un choix conscient d'absolument appuyer là-dessus. Non, ils ont fait leur travail, ils ont essayé de ne pas intellectualiser, trop intellectualiser tous ces concepts. C'est avant tout, comme ils l'ont dit il y a quelques instants, ils ont avant tout écrit une histoire et fait un film, voilà, pour qu'on passe 2 heures très agréables dans une salle de cinéma, une belle histoire, etc. Et tout ce qui peut se trouver, être compris par certaines personnes et pas par d'autres, eh bien voilà, c'est la possibilité qu'a chacun, en tout cas, de retirer du film. Une question, monsieur ici. Bonjour, vous êtes donc de vrais jumeaux, si j'ai bien compris. Comment c'est de travailler avec votre frère? Vous avez réalisé le film à 2, est-ce qu'il y a eu des conflits, des petites disputes, ou est-ce que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde? Et petite question pour votre prochain projet, apparemment vous allez faire un thriller en moderne. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Est-ce que Ed Harris, votre acteur apparemment fétiche maintenant, sera de la partie? Actually, 2 questions. First of all, you are actually, real twins. That's kind of obvious. Yeah. How is it to work with your brother, with your twin brother? Maybe you can share a few insights about that. And the second question is about your next project. You are going to make a modern thriller, right? The question is basically, is Ed Harris going to be in it? We? So I guess being twins, it can be complicated at times. It's what we know, so we've been best friends ever since, we were born, and obviously we came into the world together. And so it's unusual to people that are not twins, but to us, we don't ever think about it. Yeah. But I'm Noah. The only time it gets weird is when if you're brushing your teeth in the mirror and one guy comes in, then sometimes you get confused which guy you are in the mirror. But for a second, like a split second. But on set though, we argue like any marriage. We argue all the time, but we get it. We get it out. We try to figure much of what we want to do out before. Yeah, we resolve our conflicts, any sort of creative conflicts, specifically when we're shooting.
We don't argue in front of the crew. That would be disastrous. So we take care of that behind closed doors. When we're writing, it's these infantile arguments throughout the day. If anyone saw us writing, because we work off one computer, and side by side. He actually sits over here. I sit over on that side. It's actually odd that I'm on this side. Yeah, exactly. We're never on this. Yeah, I'm always on that side. It's weird. Yeah. That's interesting. Yeah, but so during the writing process, we're at each other's throats and insulting each other really horribly. It's horrible. Yeah, we need to improve that and be kinder to each other. But we get it out. We love each other. We never hold it past 30 seconds, maybe a minute. Yeah, it lasts longer sometimes. We get pretty pissed off at each other. What's a long? Yeah, see right here. Yeah, exactly. Try to get two people to agree on something. But on set it's different. On set it's usually Noah will usually work with the DP, with the director. Once we're on set, we try to. We only have 23 days to shoot this. So times, and you have horses and stunts, and it was very, very. And the weather in New Mexico changes like that. You want the clouds because the clouds give you, in our opinion, it gives great composition to the shot. But when the clouds come in, and we shot during the monsoon season, they bring the lightning, and they bring a lot of wind, and so we had to be working everyone needed, the entire set, crew needed to know every scene how we were going to do it before stepping on set, because your time is so limited with 23 days. With the 20 questions. Well, yeah. So we just try to prepare. He'll work more with the director of photography, and I'll work more with the actors. But we both, it's a collaboration. And then when we get on set, because you set the shot, he'll go. Usually talk to the actors, walk through the lines in their trailer before they come on set. Because the first day of shooting our first movie, we both started talking to the actors together, and it was like ping pong. And they were going, and they're scared enough as it is, and it was terribly confusing. And so we never did that. We don't do that. One guy usually speaks, relays the message, at a time. And then what was the second? That was the first one. Yes. The second question about Ed Harris and your new project. Oh, yeah. Sorry. It's called Let the Good Prevail, and it's a contemporary thriller. That's correct. How did you know that so quickly? Yeah, that's remarkable. Because it's a contemporary thriller that we want to shoot back in New Mexico. We just had we really liked the landscape. We thought if you put a contemporary piece there, it might give it a very different look, and so it's. I don't want to give too much away. Hopefully, we can, shoot it soon. And Ed is one of the characters. Yeah, and come back here. Yeah, and come back here. That would be great. Be amazing. Bien, donc la première question, est-ce que c'est compliqué de travailler avec son frère jumeau? Question évidemment aux deux frères. Bon, tout d'abord, est-ce que ce sont des vrais jumeaux? Oui. Mais il faut savoir qu'au-delà du fait que ce soit des frères, et qui plus est des frères jumeaux, ce sont surtout les meilleurs amis du monde, et depuis longtemps finalement. Et c'est vrai que ce qui peut sembler bizarre ou inhabituel pour des gens qui ne sont pas jumeaux, c'est-à-dire là en l'occurrence vous tous a priori, eh bien c'est tout simplement le fait que faut quand même comprendre que ce qui nous paraît bizarre, inhabituel, étrange, pour eux c'est normal, c'est la vie de tous les jours depuis déjà bien longtemps, depuis qu'ils sont nés, et donc ça n'a rien de bizarre. Bon, le simple moment où ça peut devenir bizarre, nous disent-ils, c'est par exemple lorsqu'il y en a un qui est en train de se brosser les dents dans la salle de bain devant un miroir, et puis tout à coup, le frère passe derrière, et puis là, l'espace d'un instant, on se dit « Ah bon sang, voilà. » C'est le seul moment où éventuellement ça peut être un petit peu bizarre, mais c'est tout, ça ne dure qu'une seconde. Sinon, sur le plateau de tournage, alors oui, travailler avec son frère jumeau, eh bien, ça veut dire qu'on s'engueule énormément, il y a beaucoup de disputes. C'est un peu comme dans tous les mariages, finalement, il y a beaucoup de disputes. Mais par contre, ils se font un trait d'honneur, un point, à vraiment de ne pas se disputer et partir dans ce genre d'argumentation en face du reste de l'équipe. C'est-à-dire qu'ils s'engueulent énormément, mais en dehors du plateau, et notamment dans la période d'écriture, par exemple, avant le tournage, quand ils écrivent, alors là, ils se jettent à la gorge l'un de l'autre. C'est très difficile, mais en même temps, ici, même s'ils s'engueulent énormément, etc., ça dure rarement plus de 30 secondes, maximum 1 minute, et puis voilà, et puis on passe à autre chose. Donc c'est finalement une relation frère et frère tout à fait
classique entre guillemets. Et puis il y a aussi la question du temps, c'est-à-dire que sur le tournage, pourquoi les dialogues et les rapports ne s'enveniment pas entre les deux frères, c'est parce que le tournage de ce film notamment a duré 23 jours, il nous le rappelle, et 23 jours c'est très très peu. Surtout quand on tourne avec des chevaux, avec des cascades, avec un temps qui est dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis, le temps, le climat change très très vite et beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, ils peuvent se dire « Ah, ce serait bien qu'on ait des nuages pour cette séquence, ce serait pas mal. » Puis tout à coup, les nuages arrivent, alors on se dit « Ah bah tiens, c'est super. » Oui, mais alors très très vite, les nuages, ça devient des éclairs, ça devient du vent, enfin ça devient ingérable. Donc voilà, le temps est très complexe et si jamais on perd son temps à s'engueuler, ben, on ne va pas arriver à grand-chose. Donc c'est vrai qu'ils se sont répartis les tâches assez naturellement, c'est-à-dire que Noah parlait plutôt au directeur de la photographie, tandis que Logan parlait plutôt au comédien. Et finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est en tout cas beaucoup mieux passé que sur leur premier long métrage. Ils nous rappellent notamment que sur le premier long métrage, le premier film, ils n'avaient pas encore de technique, de méthode, voilà, c'était un petit peu le début pour eux. Et donc, ils allaient discuter avec les comédiens ensemble, c'est-à-dire qu'ils parlaient un peu comme là en ce moment, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y en avait un qui commençait la phrase, l'autre qui la terminait, donc c'était un petit peu traumatisant pour les comédiens. Donc ça, ils ont très vite arrêté et ils sont passés à cette technique qui est beaucoup plus simple. Pour les comédiens, pour pouvoir jouer avec eux. Et en ce qui concerne leur prochain film, donc c'est un film qui va s'appeler Let the Good Prevail, que le meilleur gagne, et c'est un thriller contemporain, donc effectivement, mais qui aura un look très très différent, en tout cas c'est ce sur quoi ils sont en train de travailler, mais ils ne veulent pas, encore une fois, Ed Harris fera partie de l'aventure, mais ils ne veulent pas en dire trop, ils espèrent simplement qu'ils pourront tourner le film rapidement et revenir ici, bien évidemment, pour le partager avec nous. Je vais prendre une dernière question par là, voilà, monsieur, et après, ce sera terminé. Bonjour. Donc, on l'a dit et redit, Ed Harris était sur le premier film, elle est sur le troisième. Justement, qu'est-ce que vous trouvez d'extrêmement intéressant dans le travail que vous avez avec lui, et qu'est-ce que vous pouvez estimer qu'il puisse apporter à vous, votre façon de filmer, votre cinéma, etc. Let's talk one last time about Ed Harris. It's been twice he's working with you, and you just said it 3 times in a very short time, actually. What do you think is making him stand out of the crowd of actors today? What is so interesting about him, and what do you think he might bring to your work, actually? These movies, this movie, and probably the next one. Good question. What makes him stand out? I would say, Ed he's one of the great masters, in our opinion, of our time. And so for us, it's more of, it's sort of a privilege, and we feel fortunate to have him act in our first 2 movies, and it's really, I mean, it started. We should go back to how we become very good friends, and then I'll get to that. Yeah, let's get to that. But Ed, the reason why he's so good, all he cares about, and Ed, wherever you're at right now, he's shooting a movie. I'll paraphrase. He cares about the craft. He cares about the work. He does, every year he does theater where you don't make any money, and he cares. I think that's why we get along so well. All we care about is the craft, the work. We want, it'll never be perfect, but we always try to make it the best we can. That's all Ed cares about, so we get along. And to challenge ourselves. Yeah, he's not afraid to... He's brutally honest. And to risk everything. Because, if you make these bold kind of choices, then there's a potential that you crash. That people don't like it. So anyone can just kind of drive the car. Go with the safe choice. That's easy. But Ed is really, on our first movie, well, we met Ed. We'll try and make it short. You want to... No. Okay, so we met, so our father, Ed played our father in our first movies. Story about us and our dad, very simple story. And we were visiting our dad in jail shortly before he passed away, and he knew about the script that we had written. Our dad he was homeless for the last 15 years of his life, and he ended up passing away in jail. But right before he passed away, he said, when are you going to make our movie? And we said, soon, Dad, because he'd always ask us that, and he didn't know how difficult it was to make a movie. So he passed away, and that was the... No, but we had said, well, Ed Harris. We're going to get Ed Harris to play you, and it was a joke. And we're looking at our dad through this glass,
to the jail cell, and we didn't know Ed Harris at the time. And so our father passed away, and we just said that was the catalyst that it inspired us to make our first movie. So we said, okay, we're gonna make this movie about our dad. So, but everybody was telling us we couldn't direct because we'd never directed before. You know, they like to tell people that. So we shot this little 2-minute trailer, and then we heard that Ed Harris was coming to San Francisco for the film festival. And so we ended up sneaking backstage, just like with Cate Blanchett last night. San Francisco honored him, and so we snuck backstage after. Only in San Francisco, after they honor you, you go backstage. And me and my brother stood up out of our chairs, and we walked down the aisle and snuck backstage, and we asked Ed if he'd come out in the alley and watch the trailer that we'd shot that was on our laptop. We went out into the alley and showed him what we had shot, and he liked it, and then we gave him our script, and then 9 days later he called us. And so that's that kind of guy he is. Yeah, that established a relationship. He took a risk on us when really nobody else would. And then we made the movie, and we worked together, and we became really good friends. And so if we could have him in every movie, we were so good. Because, and he brings, whatever you write on the page, whatever is on the page, he brings 95%. He imbues it with things you just can't imagine. Pour ces deux réalisateurs, Ed Harris fait vraiment partie des maîtres de notre époque. C'est un des meilleurs comédiens qu'il y ait aujourd'hui. Et c'est une chance et un privilège, nous disent-ils, de l'avoir en tant qu'acteur, en tant que comédien sur nos films. Parce que c'est un acteur qui s'investit vraiment, pour qui le travail, pour qui le ciseler le rôle au maximum, c'est vraiment ce qui compte le plus. Et d'ailleurs, nous disent-ils, c'est la même chose pour nous. C'est vraiment le travail qui compte avant tout. Et donc on était vraiment sur la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui essaye toujours d'aller au maximum de ses possibilités, d'apporter le meilleur de ce qu'il peut apporter, et il peut en apporter beaucoup, et qui n'a pas du tout peur de prendre des risques, au contraire, de mettre sa carrière en jeu ou quoi que ce soit. Il ne va pas forcément prendre le chemin le plus facile, le plus aisé, le moins risqué, au contraire. Il l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises, donc c'est vraiment une chance de l'avoir avec nous sur nos films. Et d'ailleurs, il se remémore donc la première fois comment ils ont rencontré Ed Harris. Encore une fois, c'était à l'époque du premier film. En fait, c'était avant le premier film. Parce qu'ils avaient écrit un scénario, ils avaient commencé à écrire un scénario. Le scénario, c'était un scénario qui parlait de la relation, qui était la relation entre les deux frères, donc Logan et Noah, et leur père. Et leur père était en prison, il était en prison pour 15 ans. Et donc, il lui rendait souvent visite en prison, et il savait, leur père savait qu'ils avaient écrit un scénario sur donc, cette histoire, leur histoire, et il demandait mais alors qui va jouer mon rôle, etc. Et un peu comme une blague, un des frères lui a dit ce sera Ed Harris qui va te jouer au cinéma. Et il ne connaissait pas du tout Ed Harris, il ne l'avait jamais rencontré, il ne connaissait pas. Et donc voilà, c'était une espèce de blague, mais c'était une blague qui a quand même duré un certain temps, et puis malheureusement, quelques temps plus tard, leur père est décédé en prison. Et après, c'est vrai que ça a été l'élément catalyseur du début où ils ont vraiment commencé à se dire bon là on va vraiment essayer de faire ce film, et cette idée d'avoir Ed Harris c'était quelque chose qui restait en tête parce que quelque part c'était un peu comme une promesse. Et un jour il y a eu un événement à San Francisco, une rencontre de cinéma, un festival à San Francisco, Ed Harris était présent, donc évidemment Logan et Noah sont allés dans la salle et ils avaient préparé une petite bande-annonce, on va dire, de 2 minutes, un petit extrait vidéo pour promouvoir ce film qu'ils avaient envie de faire, donc leur premier long-métrage, encore une fois. Et voilà, ils voulaient absolument faire voir à Ed Harris. Et Ed Harris était, à un moment donné, il s'est retrouvé en coulisses. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils sont allés en coulisses très vite, ils sont allés le voir. Voilà, on a une petite bande-annonce à vous faire voir sur l'ordinateur. Est-ce que éventuellement vous soyez d'accord ? Ed Harris a dit oui, pas de problème. Ils ont apporté l'ordinateur, ils ont fait voir la vidéo. Il a trouvé ça pas mal, il a pris leur contact, etc. Et puis, très vite, en fait, ce qui s'est fait, c'est que, quand je dis très vite, c'est que 9 jours plus tard, un petit peu plus d'une semaine plus tard, Ed Harris tout simplement les a rappelés, leur a dit c'est d'accord, ok, je joue dans votre film. Et donc, évidemment, à partir de là, les choses se sont faites très vite, et surtout, ils se sont vus de plus en plus souvent, ils ont travaillé ensemble, à tel point qu'ils sont devenus tout simplement amis ensemble. Et lorsque vous avez demandé tout à l'heure si Ed Harris ferait partie donc, du prochain projet de nos 2 réalisateurs ici présents, bien sûr, il en fera partie, et surtout,
quand bien même Ed Harris aurait envie de faire partie de tous les projets qu'ils vont faire à partir de maintenant, il n'y a pas de problème. Au contraire, parce que c'est vraiment un comédien, encore une fois, capable de tant de choses et capable d'apporter tant de choses. Ils nous disent notamment, lorsqu'on écrit même un mot, une phrase, rien, un tout petit quelque chose sur une page de scénario, Ed Harris, c'est le genre de comédien qui va vraiment prendre ce mot, cette virgule, cette petite intonation, et puis il va torturer ça, il va le prendre dans ses mains, le transformer, le transcender et apporter 95% de ce qu'on voit à l'écran. C'est vraiment Ed Harris qui l'apporte de lui-même. Donc c'est plus qu'une chance d'avoir quelqu'un comme ça à l'affiche de son film. Voilà, cette conférence de presse est